Hey, salut la famille, c'est Joe et bienvenue dans On parle de tout. On se retrouve aujourd'hui pour le deuxième épisode pour lire ensemble des témoignages impactants qu'on a reçus sur nos réseaux. Mais alors, comment ça se passe ? Je t'explique. Dans quelques secondes, t'as 4 jeunes hyper bienveillants qui vont arriver sur le plateau. Chacun leur tour, ils vont lire des témoignages reliés à la santé mentale qu'on a reçus. Alors attention, tous ces témoignages, ils ont été envoyés par des personnes hyper courageuses. Donc comme d'habitude, je vous demanderai un maximum de soutien et de respect en commentaire. Mais alors, pourquoi on fait tout ça ? On fait tout ça parce qu'en France, il y a trop de millions de jeunes qui souffrent d'anxiété et qui n'osent en parler à personne ou qui ne savent même pas à qui en parler. Et moi le premier, à part bourré en soirée, j'arrivais pas à parler de mes problèmes. Alors oui, les psychiatres, les psychologues, j'ai testé. C'est génial, mais c'est pas adapté à tout le monde. Alors, chez On parle de tout, on s'est donné la mission de permettre à n'importe quel jeune de parler de ses problèmes, et ça à n'importe qui. Et attends, je t'ai pas dit le meilleur ? Exceptionnellement, aujourd'hui sur le plateau, on a fait venir une véritable psychanalyste spécialisée pour les jeunes qui va donner des réponses à tous les témoignages qu'on va lire ensemble. Alors, c'est pas de la frappe ça ? En tout cas, je te laisse me donner ton avis en commentaire et t'abonner. Bonne vidéo. Ok. Bonjour, je m'appelle Léa, j'ai 28 ans et je vis une période très difficile. J'étais en couple depuis 7 ans avec un homme plus âgé que moi. La semaine dernière, il a décidé d'arrêter notre relation de façon brutale. Nous vivons ensemble depuis 5 ans. Un soir, il m'explique qu'il part boire un verre avec ses collègues. Au bout de quelques heures, il ne rentre toujours pas. Je m'inquiète et tente de l'appeler et de lui envoyer des messages. Mais je n'ai aucune réponse. Vers 21h, je le rappelle. Il décroche enfin. Il s'énerve suite à mes nombreux appels qu'il n'a pas pris le temps de décrocher. Je lui demande quand il rentre. Il me dit qu'il est à 80 km de la maison et qu'il rentrera pas ce soir. Je commence à m'énerver, il raccroche en me disant qu'il a rencontré quelqu'un. Je reçois un message venant de lui et il me dit que c'est faux. Il ne sait pas pourquoi il a dit ça et il finit par rentrer à la maison. J'étais sous les chocs lorsque je l'ai vu rentrer, bourré. Il s'était moqué de moi toute la soirée avec ses amis et il m'a dit qu'on arrêtait. Voilà. Le lendemain, il m'a dit qu'il m'aimait, mais que c'était fini. J'avais beau les supplier en pleurs, d'effroi et déterminé à partir, en m'expliquant qu'il n'a pas à se remettre en question et que c'est à cause de mon comportement qu'il part. Je sens que presque toutes les disputes qu'on a eues en 7 ans étaient à cause de lui. Je suis complètement perdue, je n'ai plus la force de sortir chez moi et je n'arrête pas de penser à lui et c'est de pire en pire. Déjà, une rupture, c'est toujours compliqué, surtout quand on n'a jamais eu une explication, un ressenti, ou en fait surtout qu'elle n'a pas vu venir. Il est parti sans explication, c'est un abandon. T'as 28 ans, tu l'as connu, ça fait 7 ans que t'es avec lui, il a maintenant 35 ans. À son grand âge, il devrait pas se comporter comme un garçon de 15 ans. À partir sans explication, à partir rigoler sur ses amis, avec ses amis, sur toi, en fait, c'est extrêmement méchant, ça c'est pas de l'amour, clairement, qui te donne pas des explications après avoir vécu avec toi 7 ans, que vous avez une maison ensemble, vous avez déjà un futur établi, et du jour au lendemain ils partent et qu'ils te disent en plus que genre, il a aimé quelqu'un d'autre, je vois pas pourquoi t'es perdu. La réponse est là, en fait. La seule chose que je te conseille, c'est de vivre ta vie, d'aimer toi-même avant tout. On s'aime pas assez et c'est pour ça qu'on attend cet amour de quelqu'un d'autre. Bonjour Laura. Salut Joe, merci de m'avoir invité. Merci à toi d'être là. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus profondément de la rupture amoureuse ? Parce qu'on entend beaucoup parler, mais moi j'arrive pas à comprendre pourquoi ça fait autant mal. On a souvent l'impression qu'on est rejeté dans la rupture amoureuse. Parce qu'on se sent en sécurité, on a l'impression qu'on va projeter. Mais ce qu'il faut jamais oublier, c'est que je t'aime, ça se conjugue au présent. Et derrière la notion de je t'aime, on a souvent l'impression que ça va perdurer. Mais si aujourd'hui, tu aimes ce que je suis aujourd'hui, ça ne veut pas dire que tu vas aimer ce que je suis demain. Donc tu signes pour ce que je suis aujourd'hui. Si demain je ne suis pas la même personne, tu vas partir et c'est normal. Donc finalement, ce n'est pas une rupture amoureuse. C'est est-ce que c'est moi qui ai rompu le pacte ou est-ce que tu es parti parce que je ne l'ai pas respecté ? Mais moi j'ai l'impression que des fois on parle de deuil dans la rupture amoureuse, mais est-ce que ça se traduit un peu comme un deuil quand quelqu'un meurt dans ta vie ? Complètement pareil que quand on va perdre un travail, c'est les mêmes étapes, donc le déni, la colère, la justification, la tristesse et enfin
l'acceptation. Donc c'est très important de passer par ces 4 étapes, peut-être même écrire des lettres à ces 4 étapes. Il y a un processus qui marche très bien dans le processus du deuil. Je suis très contente que tu en parles, parce qu'on voit souvent des deuils physiques. On parle plus rarement du deuil au travail, du deuil de la séparation, du deuil de la rupture, du deuil d'un divorce, d'accord ? Et malheureusement, il peut y avoir aussi des deuils très jeunes, où parfois, ça nous en préserve, que la vie nous en préserve, mais de perdre des enfants. Et je dis souvent ce qu'il faut faire 1 fois par an. On va prendre un ballon à l'hélium, on va écrire un mot, et puis on va mettre dans le ballon et on va le laisser partir. Un peu comme un rituel. Et quand on n'en a plus besoin et qu'on a reconstruit autre chose, eh ben c'est juste parti. Et c'est très important parce que la fin signifie aussi le début d'autre chose. C'est pas toujours une fin et c'est vécu comme une fin. Finalement, la seule chose qui est vraiment immuable, c'est la mort. Tout le reste évolue, la vie est une évolution, nos gènes évoluent en fonction de notre environnement, et puis toujours comprendre qu'il y a quelque chose à comprendre quand il y a une rupture amoureuse. Il faut comprendre sur soi, qu'est-ce qui a mené à ce que l'autre parte, parce que l'autre, ça lui a pas fait plaisir de construire pendant 7 ans et de partir aussi, comme le témoignage le dit, je t'aime mais je pars. Donc l'amour n'empêche pas le fait de partir, l'amour n'est pas suffisant au bonheur. Il faut encore aimer l'autre et lui apporter ce dont il a besoin. La question qui revient fréquemment, c'est combien de temps dure une rupture amoureuse, ou en combien de temps je vais guérir? Environ 1/3 de la relation en psychologie. Ah d'accord, on peut donner un nombre là. On peut donner un nombre si tu te traites. C'est-à-dire que si tu vas voir quelqu'un en disant voilà, ok, mon mec est parti, ma meuf est partie, super, mais pourquoi il est parti? Qu'est-ce qui a impacté, qui fait qu'il y a 7 ans il m'aime, aujourd'hui il m'aime, mais pourtant il est pas là? C'est que je le rends pas heureux. Est-ce qu'on peut quand même avoir très très mal et vivre une rupture douloureuse, même si on est resté genre 2-3 mois avec la personne? Mais bien sûr, l'intensité de la relation ne dépend pas du temps. Et puis on sait très bien que le sentiment amoureux se nourrit d'absence, l'amour se nourrit de présence. Donc finalement, on va avoir des hormones dans le cerveau qui vont être enclenchées pendant 3 mois, 6 mois, 12 mois, 18 mois, 3 ans. Après ça part pour laisser place à la construction, à l'amour. Et l'amour, il faut faire attention, et ça vraiment, je vous regarde et écoutez attentivement ce que je vous dis. Si vous voulez une relation saine, il faut la construire de cette façon-là. Comme une maison où il y a 3 étages. Tu as le rez-de-chaussée, tu vas avoir le respect et l'admiration. Pourquoi je respecte l'autre? Pourquoi je l'admire? Pourquoi je suis respectable et admirable à ses yeux? Une fois que ça c'est fait, il y a les besoins émotionnels de chacun. Si moi j'ai besoin de recevoir 300 SMS par jour et que mon conjoint ne peut pas supporter d'en envoyer parce que par exemple moi dans mon travail je ne peux pas recevoir 300 SMS par jour, je pense que mon copain il saute au bout de 2 minutes, d'accord. Donc pour le coup c'est chacun doit respecter les besoins de l'autre. Et tant que ça c'est pas fait, la relation elle peut pas marcher. Ensuite tu as les projets communs et enfin le toit, pour éviter que ça coule, c'est l'intimité. Aujourd'hui on rentre à l'envers dans la relation. Donc on se laisse aveugler par une intimité qui peut être sympa. Finalement, on va avoir une projection, c'est-à-dire que je désire construire et non aimer. Et il faut recentrer les choses au bon endroit. Aimer, c'est aimer l'autre tel qu'il est. Et dans ces cas-là, la séparation n'est pas mal vécue. Parce que si je lui rends sa liberté, si je ne suis pas capable de le rendre heureux, c'est comme un cheesecake, je peux pas retirer le sucre ou la cerise dessus. Enfin, ça n'a pas de sens. On peut pas prendre un morceau de quelqu'un. Aimer, c'est aimer dans l'intégralité, et je pense que c'est ce qu'il y a de plus difficile à trouver. Et Laura, est-ce que parfois ça peut bloquer le processus de rupture ou même créer une rupture un peu toxique quand le mec par exemple va dire à la meuf bon bébé, je te quitte, je t'aime encore mais c'est fini, c'est mieux pour nous, blablabla? Bien sûr que oui, il faut avoir un message clair. Aujourd'hui, c'est terminé. On a vécu notre temps, merci pour le bonheur qu'on s'est apporté. C'était génial, on s'est apporté. Mais ça, c'est très compliqué parce qu'il faut encore une fois s'inscrire dans le présent. Je t'aime, ça se conjugue au présent. Et très souvent, ce qui fait mal... Alors, je vais te raconter une anecdote qui va te faire rire. J'ai une nana qui arrive il y a quelques années dans mon cabinet, qui arrive, mais dépitée. Oh, j'ai perdu mon mari, mais catastrophée. Je croyais qu'il était mort. Et elle me raconte qu'en fait, la veille du mariage, elle l'a trouvé avec son témoin, avec sa meilleure amie au lit. J'ai dit, mais en fait, vous n'avez pas perdu votre mari, vous avez perdu un mec infidèle, donc vous n'avez rien perdu finalement. Mais dans sa tête, elle a perdu toute la projection du mariage, des enfants, de ce qu'elle aurait construit. Et vraiment, si vous voulez déjà pas en arriver au point de rupture, faut rester focus sur l'instant présent. Si je te donne ce que tu attends dans le présent, tu me quitteras jamais. Parce que l'être humain, il n'est pas contre son bonheur. Et la rupture amoureuse, c'est surtout une occasion de se remettre en question. Et de ne pas se focaliser sur est-ce qu'il m'aime, et il m'a dit qu'il m'aimait, et est-ce qu'il va revenir? Non. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je désire pour ma vie? Qu'est-ce qui a engendré cette rupture? Qu'est-ce qui a engendré qu'on m'a quitté? Qu'est-ce qui a fait que je n'ai pas vu venir la chose? Et si vous vous concentrez là-dessus, finalement, si tu te concentres sur ça, derrière, t'as plus de problème.
puisque tu vas avancer dans ta vie, tu vas rencontrer quelqu'un d'autre qui sera encore peut-être meilleur pour toi, parce que tu auras une meilleure connaissance de toi-même, tu auras profité de cette occasion pour apprendre, tu auras appris des choses de ces 7 ans, et la vie, elle est pleine de surprises. Aujourd'hui, on voit des gens qui se marient à 70 ans. Genre, faut respirer. Il y a personne qui reste seul, en fait, à part si tu le décides. Je m'appelle Marie, j'ai 37 ans et j'élève mes 2 enfants seuls. Je suis responsable RH dans une grande boîte dont je tairai le nom. En fin d'année dernière, nous avons eu un nouveau chef d'agence qui avait l'air sympa au premier abord. Étant donné que j'élève seul mes 2 enfants, je rencontre beaucoup de difficultés financières. J'ai donc sollicité un prêt auprès de mon chef et depuis, tout a basculé. Au départ, il me disait qu'on en parlerait en dehors du travail, au restaurant par exemple. Puis une fois là-bas, il me disait que je devais rester bien assise, sinon ma tenue le déconcentrait. Un jour dans son bureau, il me disait qu'il aimait bien me faire venir dans son bureau seul, parce qu'il pouvait bien me regarder. Je lui dis que ça me gênait et que j'en parlerais à des gens autour de moi, s'il ne n'arrêtait pas ses remarques. Depuis ce jour, il a refusé mon prêt, me convoque régulièrement pour du travail soi-disant mal fait, pour me crier dessus et menace de me licencier. Il a fini par me dire que si j'en parlais, ça finirait mal pour moi et que de toute façon, je suis qu'une RH, que personne ne croira, car il est supérieur à moi. Je me sens seule, démunie, ne sachant pas quoi faire. J'ai été diagnostiquée en dépression depuis 2 mois, car chaque jour est un enfer là-bas, mais j'ai besoin de cet argent pour nourrir mes enfants. C'est un témoignage compliqué parce que je comprends que t'es une maman et que tu penses avant toi. Si je pourrais te donner un conseil, premièrement, je pense que si t'as été diagnostiqué d'une dépression, c'est que ton corps il t'appelle, ton corps il veut te donner un message, il a besoin de toi, il a besoin de ton mental. Et tes enfants aussi. Et même si tu as besoin d'argent, il y aura d'autres solutions. Je pense que si j'étais à la place de tes enfants, je me dirais que j'aurais besoin d'une maman en bonne santé et peu importe les cadeaux de Noël, peu importe l'anniversaire, peu importe. Ce qu'on veut, c'est une maman en bonne santé et c'est le meilleur moyen pour un enfant d'être en bonne santé lui-même. Alors, je pense qu'il faudrait que tu coupes le cordon de cette relation. Des fois, on a peur du changement, on s'est habitué à une manière de vivre mauvaise. Il faut que tu penses à tes enfants. Voilà, il faut vraiment couper cette relation qui est toxique et tu auras plein d'autres façons de trouver un moyen de t'en sortir financièrement. Ce que je peux te conseiller aussi, c'est, même si c'est dur, c'est d'aller en parler à la police. Je te dis pas forcément de porter plainte, mais si tu pars, il fera sûrement ça à quelqu'un d'autre. Et je pense que si t'as la force pour tes enfants et pour la prochaine personne qui pourra vivre ça, d'aller au moins déposer soit une plainte, soit une main courante, tu te sentiras plus forte, t'auras repris le devant. Il fera rien du tout parce qu'il est coupable et toi tu l'es pas. Donc aie la force et dans tous les cas tu protégeras tes enfants et quelqu'un d'autre sûrement. Laura, si on en vient maintenant à parler de cette femme qui a vécu du harcèlement au travail, qui a mené à une dépression, moi j'aimerais savoir déjà, c'est quoi les premières recommandations, peu importe l'âge, quand on est une femme et qu'on vit du harcèlement au travail. Alors déjà, quand on vit du harcèlement au travail, il faut tout de suite s'arrêter. Il faut tout de suite aller voir un thérapeute qui diagnostique et qui pose un cadre, une limite de là, on s'arrête. Il ne faut pas attendre que ça dégénère. Parce que le risque, c'est le burn-out. Le burn-out, c'est quoi ? On en a de plus en plus. C'est un peu comme chez toi, tu sais, t'as un disjoncteur. D'accord ? T'as le système, tout ça, c'est des synapses, c'est un circuit électrique. Il y a un court-circuit et bim, tout explose. Et là, pour remettre en marche le cerveau, c'est pas simple, et plus t'es âgé, moins c'est simple. Finalement, quand t'as 15 ans, c'est facile. Quand t'en as 30, c'est un peu plus dur. Et puis à 50, je te dis pas. Donc, tout de suite, couper et aller alerter ses proches, aller parler autour de soi et ne pas rester dans le silence parce que la situation, elle va pas s'arranger toute seule. Et moi, j'aimerais comprendre dans le cerveau humain, même, comment on peut passer du harcèlement, qui, j'imagine, est une énorme source de stress, à une dépression. J'arrive pas à comprendre comment on peut passer de ça à ça. Alors, ce qu'on appelle une décompensation. Tu peux décompenser de plein de façons différentes en psychologie. C'est-à-dire que le taux de stress est trop important. Le stress, c'est quoi ? Je ne me sens pas à la hauteur de la situation. Donc, je stresse. Je sais pas si t'as les livres flow, être dans le flow. D'accord ? C'est quand t'es au bon niveau, tu sais que t'as appris, tu sais que t'as le savoir, tu sais que t'es au bon endroit, tu sais que t'es au bon endroit au bon moment avec les bonnes personnes. Et ça, c'est super important dans la vie. Vraiment, rappeler à ceux qui nous regardent, c'est super important de bien s'entourer. Parce que quand t'es mal entouré, tout ce stress que tu vas garder, d'accord ? En fait, c'est une gangrène à l'intérieur de toi. Et cette gangrène, il faut bien qu'elle sorte à un moment donné. Et c'est ça. Donc, dans ton témoignage, c'est sorti sous forme de dépression. Ça pourrait sortir sous forme de burn-out. Ça peut sortir chez des adolescents qui vont décompenser en état psychotique. Ça peut sortir par la violence. Ça peut sortir par le mutisme. Peu importe la forme, c'est toujours le même fond finalement. C'est je me suis sacrifiée. J'ai été finalement sacrificielle pour ne pas parler et c'est une violence envers moi-même avant tout. Et comment on peut trouver le courage comme ça si on connaît du harcèlement, comme tu as dit, d'aller voir un thérapeute ou d'en parler à des collègues de travail, parce que certaines ou certains restent dans le silence des mois et tombent en dépression. Comment trouver ce courage ?
C'est une question de choix finalement plus que de courage. Ouais. C'est une question de choix, comme je te disais, ce qu'on voit souvent chez les personnes qui décompensent, c'est qu'ils sont sacrificiels. C'est-à-dire je vais garder pour pas faire de vagues, je me sacrifie, mais ça aussi finalement c'est un manque de pose de limite. Je pose pas de limite autour de moi, je pose pas de limite en moi, je n'arrive pas à parler et ça part d'un choix. Si je décide de faire le choix d'aller parler, je décide de faire le choix que c'est non, comme dans ce témoignage, un patron qui te dit quand tu lui demandes un prêt, on va au restaurant, le conseil que j'aurais donné, non, on n'est plus dans un cadre normatif. Donc tout ce qui sonne d'un cadre normatif, c'est non. Il n'y a pas de question à se poser, il n'y a pas de doute à avoir. Cette femme est certainement dans une situation très compliquée avec ses 2 enfants. D'accord ? Et on voit des femmes qui vont aller dans la prostitution, dans certaines choses pour nourrir leurs enfants. Il n'y a aucun jugement là-dedans. Juste conscientiser que si je sors de la limite, je prends le risque de... Eh oui, ouais, tu l'as très bien dit, l'importance de se mettre des limites. Et ça, peu importe, on le voit quand on débute avec un stage, ou quand on est cadre, ou quand on a 2 enfants. Et puis tu le vois toi-même sur les réseaux. Enfin, on a aussi plein de gens qui nous adorent et merci, mais on a aussi beaucoup de messages qui sont beaucoup moins sympas et on les écoute finalement pas parce que le positif va prendre le pas sur le négatif. Et chez certaines personnes, le point noir, t'as une expérience qui est géniale, qui est faite par un psy aux US. Il prend une feuille blanche en cours magistral et il met un gros point noir. Et il demande à ses élèves, qu'est-ce que vous voyez ? Tout le monde demande, c'est quoi le point noir ? Et en fait, le point noir, c'est le point sur lequel tu te focalises. Et la feuille blanche, c'est tout ce que t'as de cool dans ta vie. Notamment, être né dans un pays libre. Parce que moi, d'être née femme dans un pays libre, je trouve ça plutôt cool. C'est cool. De tous les êtres incarnés où on aurait pu naître dans un caste en Inde, on a quand même la chance d'être en Occident, il faut pas l'oublier. Et essayer de voir plutôt les choses dans la globalité que de voir uniquement le point noir. Bonjour, je m'appelle Lucas, j'ai 22 ans. L'histoire s'est passée au lycée, avec mon premier amour. J'ai été en relation pendant 2 ans, avec une fille que j'aimais plus que tout. À chaque vacances scolaires, elle partait chez sa grand-mère, pendant 1 ou 2 semaines. Au bout de 2 ans de relation, et une fois notre bac en poche, elle part fêter l'obtention de son diplôme, chez sa grand-mère une nouvelle fois. Quelle fut ma surprise quand je la croisa au centre commercial, avec sa grand-mère, qui était en fait un homme, qui s'appelait Anthony. En fait, cet homme était son mec depuis 4 ans et toute sa famille avait connaissance de cette double vie. Elle s'est clairement foutue de ma gueule. Pendant 2 ans, ils n'ont eu aucun mal à me mentir droit dans les yeux. Encore plus quand il m'invitait dormir au dîner. Aujourd'hui, ça fait 3 ans que je suis célibataire. 3 ans que je n'ai pas osé faire un date ou même osé draguer une fille tellement la peur d'être trahi à nouveau me hante. Ça doit vraiment pas être facile. Mais tu sais, Lucas, tu n'as que 22 ans. Alors, on va pas se concentrer sur le problème, non. On va se concentrer sur la solution. Et surtout, on va se concentrer sur toi. Parce que j'imagine que ce qui s'est passé a dû te faire perdre énormément de confiance en toi. Je pense que on a tous eu, malheureusement, des coups durs. On a tous souffert d'une façon ou d'une autre. Rupture, relation amoureuse, un homme qui a trompé sa femme avec sa meilleure amie, ou une fille qui a trompé son homme avec son cousin. Enfin, il y a vraiment de tout et n'importe quoi dans ce monde. Et c'est comme on dit, le monde est méchant. Je vais plutôt te donner un conseil pour que tu puisses reprendre confiance en toi. Ça, c'est super important. Imagine un billet de 50 €. Ok. Ce billet de 50 €, on est d'accord qu'il soit à moitié déchiré, qu'il soit sale, qu'il soit, je sais pas moi, bien abîmé. Dans tous les cas, ce billet continuera de valoir 50 €. Bah pour toi, c'est pareil. La personne que tu es ne changera pas. La seule différence, c'est ta confiance en toi. Malheureusement, ce qui vient de se passer là, avec cette jeune fille, tu dois le prendre comme une expérience et tu dois en faire une force. Si tu réussis à en faire une force, tu pourras passer au-dessus de tout ça et tu pourras de nouveau tomber amoureux, rencontrer une fille qui te plaira encore plus. Tu pourras encore tomber en kiff et vivre des moments complètement dingues, faire des trucs complètement fous parce que, au final, Lucas, tu n'as que 22 ans. On en vient à parler de la tromperie. Moi, j'aimerais d'abord qu'on parle un peu de la tromperie en général et qu'après, on argumente sur la peur de la trahison, qui est une belle saloperie. Mais d'abord, la tromperie, on est d'accord, on n'a pas de contrôle dessus. Alors, on n'a pas de contrôle dessus. Et pour les gens qui trompent, là, je vous regarde dans les yeux. Franchement, c'est dégueulasse. Le seul devoir qu'on a, finalement, quand on est avec quelqu'un, c'est un devoir de loyauté et d'honnêteté. Et comprendre aussi quelque chose qui va pas du tout... je suis content d'être avec toi, parce que sur les réseaux, on peut le dire. Aujourd'hui, on ne meurt pas à 30 ans. On meurt à 90 ans. Donc peut-être lâcher un petit peu tous ces dogmes au profit de l'individualité. Le corps de l'un n'appartient pas forcément à l'autre, et se mettre d'accord dès le départ. Et je vois très souvent des personnes qui arrivent, des jeunes qui arrivent en disant « Moi, j'envisage pas le couple comme étant unique, comme étant je ne sais pas de quoi la vie me réserve ». Et Shrek, il est fidèle finalement par conséquence d'être Shrek. D'accord, tu prends Bradley Cooper, sa vie c'est l'île de la tentation, c'est pas la même notion de fidélité. Donc vraiment se poser les questions de quel âge j'ai,
Si je projette un avenir avec quelqu'un, se dire, est-ce que finalement, un dépassement corporel, c'est si grave que ça ? Savoir où sont nos limites pour éviter d'en arriver à se faire quitter pour une infidélité. Et c'est marrant qu'on parle de la tromperie parce que souvent on dit que la tromperie amène une certaine peur de la trahison. Bien sûr. Après, souvent la femme ou l'homme a peur de se remettre en couple, a peur de cette fidélité qui peut être brisée. Et tu sais que même moi, pendant des années, j'ai eu peur de la trahison. Et je l'avais raconté dans une vidéo. J'ai quitté une de mes ex, alors que tout allait bien, on était bien amoureux, bien en couple, juste par peur qu'un jour, ce soit elle qui me quitte ou qui me trompe. J'avais tout le temps cette image en tête. Attends, viens me voir. J'ai fait l'erreur, je l'ai bien quitté. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on peut atténuer ou enlever cette peur de la trahison ? Mais déjà, la peur, c'est la vibration la plus basse. Mais- Si tu décides de plus avoir peur, t'as plus peur. On peut pas décider de plus avoir Bien peur. sûr que tu peux décider de plus avoir peur. Comment ? En décidant de prendre sur toi, en faisant de la méditation, en faisant du reiki, en allant vers des thérapies brèves, en faisant de l'EMDR pour désinstaller la croyance, en faisant des TCC. Enfin, aujourd'hui, on est en 2023. On n'est plus dans le vol au-dessus d'un nid de coucou où il y a un siècle, on te faisait des électrochocs. Donc là, n'importe quel jeune qui a peur de ça peut la faire disparaître. Mais bien sûr, il suffit juste de se prendre en main. 3-4 mois de thérapie brève, Donc, c'est fini. Alors après, si t'as 30 ans, bien sûr, il te faudra 6 mois. Mais si t'as 20 ans, il t'en faut 3. j'ai 28 et demi. Ouais, ça va, passe me voir, on va régler ça. Ah, t'inquiète. Mais bien sûr, c'est une fausse croyance. Tout ce qui est irréel. Déjà, se poser la question, je dis souvent, on fait cette projection-là. Tu vas fermer les yeux quand t'as peur et tu vas voir un ciel bleu avec un nuage noir. Ok ? Ce nuage, il arrive et t'as 2 choix. Soit tu le laisses passer, tu prends une grande respiration. Tu vas jusqu'à 4, le nez, la gorge, les poumons, le ventre, tu bloques et tu remontes. Voilà, et juste expire. Comme si tu voulais rentrer le nombril vers la colonne vertébrale. Et tu vas voir, le nuage, il va passer tranquillement. Et tu vas retrouver le soleil. Si par contre tu te focalises sur ce nuage, tu vas en faire un orage, puis une tempête, puis un tsunami. D'accord ? Et c'est que de la fausse croyance. Donc souvent je conseille le tamis de Socrate. Est-ce que cette information est utile ? Est-ce qu'elle est vraie ? Et est-ce qu'elle est bienveillante ? Si c'est pas le cas, en fait c'est comme le nuage, je le laisse passer. La personne qui vous a trompé, déjà elle est dégueulasse. D'accord ? On ne ment pas à quelqu'un qu'on aime. Donc on va partir de là. Donc si la personne elle vous a trompé, comprendre que vous valez mieux que ça. Vous méritez mieux dans votre être intérieur qu'une personne qui vous fait ça. Et ça, c'est une question d'estime de soi. La phrase à retenir, je ne suis pas en solde. Ah ouais. Elle est jolie, Voilà. celle-là. Je ne suis pas en solde. Si t'es pas en solde, t'as pas peur qu'on te trompe. Si t'as confiance en toi, t'as pas peur qu'on te trompe. Et si on te trompe, bye, 8 milliards d'êtres humains. T'inquiète, c'est pas un problème en fait. Et moi, il y a beaucoup, alors dans la vie réelle, pas sur les réseaux, mais de potes à moi, filles souvent, qui ont peur de se mettre en couple, mais juste par peur, justement, potentiellement, comme moi à l'époque, d'être trompé. Et moi, j'adore leur dire, mais c'est ce qui fait la beauté de l'amour aussi, de prendre le risque, de se dire, ouais, tu peux te faire tromper demain, moi aussi, toi aussi. Mais c'est ça qui va rendre la relation magnifique. Alors ça dépend en fait. Toi et moi, on va mettre de l'importance à l'amour. Moi, je sais que l'amour, c'est au-dessus de tout, peu importe le risque que c'est, je m'en fiche. D'accord ? Et pourtant, je me suis brûlée plusieurs fois, mais c'est pas grave, j'adore ça et j'y retourne à chaque fois. Et à chaque fois, je dis que je veux plus de couple. D'accord ? On est tous pareils. Par contre, t'as des personnes qui vont se mettre en couple. Et qui vont se mettre en couple pour des mauvaises raisons. C'est-à-dire, je veux un mari, je veux des enfants, je veux construire. Et là, et souvent, c'est des femmes. Et finalement, ce qu'elles vont renvoyer à l'homme, c'est pas un message d'amour. C'est un message de besoin émotionnel. Et là, on n'est pas au bon endroit. Et il faut pas reprocher à l'autre de partir parce que tu l'as toi-même rendu au rang d'objet. Bonjour, je m'appelle Antoine. J'ai été en couple pendant 6 ans avec ma première copine. Je l'ai aidée lorsqu'elle était au plus bas, lorsqu'elle voulait lâcher l'école en 3e. Au début, tout se passait bien. Puis petit à petit, elle a commencé à m'éloigner de mes proches, en faisant croire qu'ils étaient toxiques avec moi et ils me tiraient vers le bas. Elle me faisait croire que son stage en bac pro se passait mal et qu'elle se faisait harceler, ce qui s'est révélé faux, afin que je bosse sur son rapport de stage à sa place, pendant qu'elle avait une liaison avec son collègue à son stage. J'avais tellement rien vu venir qu'elle a appelé cet homme sous mes yeux, en le faisant passer pour sa mère, en lui disant à quel point elle l'aime. J'étais jeune, naïf, j'ai connu une énorme perte de confiance et une remise en question après ça. J'ai perdu beaucoup d'amis qui m'avaient pourtant prévenu de la perversion et de la manipulation de cet ex, mais je l'aimais et j'étais aveugle. Alors pourquoi je rigole ? Parce qu'on est souvent aveugle quand on est amoureux. Alors Antoine, ça fait 6 ans, t'étais en 3e, dois avoir à peu près 21 ans, c'est tout jeune, la vie n'est pas perdue. Pour moi, c'est une situation assez facile à gérer, dans le sens où quand on est aveugle, quand on est amoureux, quand on est aveugle, on passe généralement à autre chose assez facilement. Quand on parle souvent à nos amis, parce que nos potes, ils vont voir qu'on est aveugle et ils vont nous dire mais mec, t'es bête ou quoi ? Généralement c'est pas comme ça que t'es. Pourquoi aujourd'hui t'es comme ça ? En fait, l'amour c'est comme ça. C'est simple, c'est clair. Faut juste se dire que le temps
est le meilleur médicament. Ce que t'as pu vivre, pour moi, c'est un mal pour un bien. Parce qu'aujourd'hui, t'es plus mature, tu vois les choses clairement. Tu vas retrouver tes amis parce qu'ils savent que t'étais aveugle. Et crois-moi, tout va bien se passer. T'es encore jeune et faut relativiser. Laura, par rapport à cette situation, moi ça me rappelle tous mes potes mecs qui du jour au lendemain ont trouvé une petite copine et qui next tous leurs potes. Fini les boîtes de nuit, fini les restos, fini les chichas, ils restent qu'avec leur petite copine. Et j'ai l'impression, dis-moi si je me trompe, qu'il y a une sorte de dépendance affective quand ça dure au long terme. Alors, les 6 premiers mois d'une relation, faut pas s'inquiéter si ton pote il est avec sa meuf, c'est normal. Ok. Et le problème, c'est que comme les mecs, vous mettez souvent l'impression, ouais, t'as changé, ouais, t'es plus le même, Ok. ouais, t'es où, ouais, on sort quand. On est fidèles entre potes, Voilà, ouais. bah oui, mais ok, mais la meuf alors elle a où sa place? Elle l'est, Du mais coup, elle aime moins les potes et du coup, elle va empêcher à son mec de voir les potes. non, mais Et il y a un juste milieu. les 3 à 6 premiers mois, laissez-le, foutez-lui la paix. Pendant 6 mois, on doit dire adieu. Il fait kiff et quand il aura envie de venir ou quand il s'engueulera avec elle, il sera de retour. Oui. Laissez-les kiffer, puisque c'est là où l'amour va se construire. Et t'inquiète pas, au bout de 3 à 6 mois, il en aura tellement marre de la voir qu'il voudra appeler ses potes. Laissez-les construire le début de la relation. Et ça, c'est une erreur que vous faites souvent les mecs, parce que du coup, c'est nuisible pour votre construction de couple. Vos potes, ils sont cool, mais ils ont aussi besoin de leur espace et de se trouver leur meuf. Voilà, et peut-être que là, on pourra faire des trucs en couple et que plus personne n'abandonnera personne. Et comment justement on peut différencier une relation saine où ça se passe bien et quelqu'un qui veut toujours se mettre en couple, qui n'arrive pas à rester célibataire même pas un mois. Et là, on entend tout le temps parler du terme, qui est souvent mal utilisé, de dépendance affective. Alors, la dépendance affective, ça prend place dans la relation à l'objet. Ok. D'accord? C'est-à-dire qu'en fait, ce n'est pas de l'amour. Alors, désolé pour ceux qui nous écoutent et qui sont dans la dépendance affective, mais dans la dépendance affective, on est tout sauf dans l'amour. Et ce qu'on va renvoyer à l'autre, en fait, pourquoi le système est dysfonctionnel? La dépendance affective part de je n'ai pas confiance en moi, j'appelle l'autre, t'as des nanas, elles n'arrivent pas à te joindre, elle t'appelle 500 fois. D'accord? C'est de la dépendance. Mais si elle a confiance en toi, ce qu'elle te renvoie, c'est qu'elle n'a pas confiance en toi. Donc finalement, toi, tu vas mal le vivre, la nana va se faire jeter, elle va reproduire avec celui d'après, et en fait, tu n'es qu'un pion dans son échiquier. Ouais. Et c'est bon pour personne. Et je sais que c'est compliqué à entendre et c'est pas forcément facile, mais vraiment se poser la question de la pathologie, c'est une pathologie en psychologie. Et de se dire, voilà, là je dois sortir de ce rapport à l'objet, j'ai plus 3 ans et demi, j'en ai plus 6 où je suis en Oedipe, d'accord, je suis une grande personne, et si je veux me construire et être heureux, c'est impératif en fait, c'est de lâcher ce rapport à l'objet. Tu ne seras plus jamais seul. Viens, on parle de tout, viens nous raconter ton chagrin. Avec Joe, on parle de tout, ta parole est un refrain.